Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Point de Vue. Les fondamentaux, vous les connaissez, 50 minutes de débat. Nos 4 invités, bien sûr, vos questions, vos commentaires, on les attend, ce sont le carburant de cette émission. Alors tout de suite, on a chamboulé un peu notre sommaire pour parler de Zidane et de son annonce inattendue. Il quitte le Real Madrid, un séisme dans la planète foot. Autre thème, celui du financement de l'islam de France. Avec cette question, l'État doit-il s'en mêler? Peut-il mettre de l'ordre dans un océan d'opacité? Nous débattrons aussi du cas de Marion Maréchal. Il faut s'habituer à ne plus dire Le Pen. La jeune femme participe ce soir à un débat. Après avoir lancé son université à Lyon tout récemment, beaucoup lui prêtent l'intention de revenir rapidement en politique. Elle répond que rien ne presse. Nous verrons tout cela. Enfin, nous parlerons du patrimoine. Vous le savez, un loto est lancé pour sauver des monuments en péril. Eh bien, quel est le monument en péril que vous aimeriez sauver? Nous poserons la question à nos invités et à vous, chers internautes. Bonjour, George Kuzmanovic. Bonjour. Vous travaillez auprès de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise comme porte-parole sur les questions notamment de défense et les questions internationales. C'est exact. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Olivier Duhamel, président de la Fondation nationale des sciences politiques, juriste politologue et présentateur de Mediapolis sur Europe 1. C'est le samedi matin à ne pas manquer à 10h ou en podcast. Et vous êtes aussi l'auteur des Mots de Macron, petit recueil paru tout récemment chez Dalloz. Bonjour Mathieu Aron. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. À l'Obs, c'est vous qui avez piloté l'enquête qui fait la couverture du magazine cette semaine. Une enquête fouillée, documentée, qui donc s'intitule « L'argent caché de l'islam ». Et bonjour Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction. Auteur de Conversations françaises, c'est paru au Cerf en 2016. Alors tout de suite, je vous propose de nous échauffer avec la nouvelle du jour. La nouvelle du jour, c'est du foot. C'est le départ de Zidane du Real Madrid, un coup de tonnerre que cette annonce inattendue, faite à la mi-journée par le sélectionneur. On va d'abord l'écouter, puis on en parle. Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club. Yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Le bon moment, insiste Zinedine Zidane. C'est votre avis, Vincent Trémollet? Oui, c'est le bon moment. Je riais un peu parce que j'imagine les imitateurs, dont certains du matin, qui va maintenant imiter Zidane parlant espagnol. Ça risque d'être quelque chose. Oui, c'est un coup de théâtre encore très réussi. Enfin, c'est une espèce de sortie, je ne sais pas comment la qualifier. Je ne sais pas si elle est majestueuse, je sais pas si en tout cas elle est parfaitement faite puisqu'il a eu 3 titres à la suite, qu'il ne pourra pas avoir mieux, qu'il ne peut plus rêver que d'une chose, à mon avis, c'est une sélection nationale et l'équipe de France pour être un joueur qui gagnerait la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Derrière ça, apparemment, il y a aussi le fait que l'équipe qu'il a, pour avoir un grand entraîneur, il faut un grand club, une grande équipe. Et apparemment, Cristiano Ronaldo, le soir de la finale, a laissé entendre qu'il allait partir. Il y aura peut-être d'autres départs. Et donc, il ne voulait peut-être pas aussi continuer avec une équipe un tout petit peu moins forte que celle qu'il a menée jusqu'à la victoire de la Champions League. Donc, il est parti avec beaucoup d'allure, en tout cas. Beaucoup d'allure. Un autre avis, Georges? Non, je suis plutôt d'accord. Il y a eu de grands succès et maintenant, peut-être que ce qui serait bien, c'est d'avoir Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France et remporter une Coupe du Monde. Il a dit pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais bon, voilà, ce ne sera pas tout de suite. Il y viendra. En tout cas, ça permet de faire un clin d'œil aux amis lensois, puisque Raphaël Varane a été sorti de formation du RC Lens et c'est Zidane qui l'a repéré et qui lui a permis d'avoir cette carrière magistrale au Real Madrid. Donc voilà. Et quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Donc voilà. Impérial, donc Zinedine, Mathieu? Ah oui, c'est l'empereur Zidane, meilleur joueur du monde à son époque, meilleur entraîneur de la meilleure équipe d'Europe, mais en réalité, on peut presque dire, en tout cas, une des meilleure équipe du monde. Après, il doit y avoir des raisons à ça.
parce que j'entends ces explications, c'est le moment, c'est pour l'équipe. On sait effectivement qu'il avait fait 2 saisons et demie absolument remarquables. On sait aussi qu'il n'avait pas fait de recrutement cette année. On sait qu'il y a un certain nombre de joueurs, parce que Ronaldo qui se dit qu'il s'en va, qu'il reste, mais c'est plus tout à fait le Ronaldo d'il y a 3 ou 4 ans non plus. Donc il était avec une équipe. Et puis après, qu'est-ce qu'il vise aujourd'hui? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il vise effectivement une équipe nationale, l'équipe de France, ou alors, j'en sais rien, je vous le dis, c'est pure supputation, ou alors peut-être d'intégrer la fédération qui dirige le football en Europe. Il y a des élections très importantes au sein de la FIFA en juin prochain, en juin 2019 plus exactement, en juin 2019. Est-ce que c'est pas ça qui vise Zidane? Est-ce que finalement il ne veut pas devenir aussi un des dirigeants du football en Europe ou dans le monde? Voilà, j'en sais rien, mais ça doit signifier quand même quelque chose, ce départ. Si vous avez regardé la conférence de presse, il a dit aussi qu'il avait été touché par les critiques. Bon, je ne suis pas spécialiste, je me disais, mais un homme pareil qui avoue que les critiques l'ont. Alors c'est peut-être de la communication, mais ça fait partie aussi du personnage, cette côté humilité quand même, dire Quand j'ai reçu un SMS m'annonçant que vous chambouliez un sujet et que vous mettiez Zidane, je me suis dit, d'abord je n'avais pas l'information, donc j'ai été la regarder. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux dire? Tu vas dire qu'il part au sommet de sa gloire, que c'est toujours le mieux de partir au sommet de sa gloire. Et puis j'ai été regarder ce que disaient les experts et tout, et ils disaient tous qu'il part au sommet de sa gloire, et c'est mieux de partir au sommet de sa gloire. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut vouloir faire, moi qui ne suis pas spécialiste, peut-être un jour la succession de Deschamps. Et puis j'ai vu que les experts disaient, ceux qui visent peut-être c'est la succession de Deschamps. Et puis j'ai rencontré un fan de Zidane où je lui ai posé les mêmes questions et il m'a répondu exactement la même chose. Et je me suis dit, vous êtes expert sans le savoir. Voilà, on est expert du foot sans le savoir. On devient expert du foot sans le savoir parce qu'on dit la même chose que les experts et que les fans. Alors après, ce qu'il en adviendra, c'est une autre histoire. Juste un mot sur, parce que l'actualité foot, elle a été aussi hier celle des droits télé de la Ligue 1 et cette surprise aussi que finalement, par le biais d'un opérateur espagnol, c'est les Chinois à hauteur de, je ne sais plus de la majorité, 53% je crois. Ça vous inspire quel commentaire, Vincent? C'est très curieux parce que le football prend des proportions peut-être délirantes, enfin je pense délirantes notamment sur le plan financier. Il est de moins en moins simple d'accès dans sa fréquentation. Moi j'étais un passionné de football, j'y jouais beaucoup et je le regardais beaucoup. Là il y a trop d'argent, il y a trop de compétition, on en voit trop même à la télévision. Il faut se souvenir que quand on était jeune, quand il y avait un match, on avait la pression qui montait 2 jours avant, et puis on allumait TF1, et il y avait le match de football de la semaine, et c'était un peu le rayon de soleil de la semaine, quand on est un jeune passionné. Là, c'est devenu une industrie dont on dit que c'est une bulle spéculative qui pourrait exploser, mais ce qu'on vérifie quand même, c'est que les gens continuent à s'y intéresser. La meilleure preuve, c'est qu'on commence cette émission par l'annonce d'un entraîneur qui quitte son club. Bon, c'est un champion du monde français, mais en Espagne, c'est quand même pas un club français. Donc voilà, il y a ces proportions qui, moi, je trouve, sont délirantes et éloignent en fait ce sport des plus simples et des plus humbles, il me semble, mais qui reste quand même devant cette attraction fatale. En jetant un œil, ça se passera comme ça pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on va dire avant, le foot c'était mieux avant, maintenant c'est pourri, il y a trop de fric, c'est des athlètes qui sont beaucoup plus gros. Et puis tout le monde regardera, et puis si la France est en quart de finale, on n'aura plus de sujet autre que celui-ci. Et il y a des gagnants et des perdants dans cette affaire quand même. Et il y a au moins une catégorie de gagnants, mais 2 catégories beaucoup plus importantes de perdants. Les gagnants sont les clubs qui vont recevoir plus d'argent. Oui, mais les perdants, ça va être d'abord les amateurs de foot, parce qu'on va beaucoup moins facilement avec des horaires adaptés aux Chinois, si j'ai bien compris. Voir de matchs. Et surtout aussi les amateurs de cinéma. Parce que parce que l'argent que Canal avait pour le foot, via le foot. Mais c'est pas négligeable. Vous comprenez, le Canal est quand même le grand financeur du cinéma en France. Déjà, avec la baisse de Canal, depuis que Bolloré a pris les choses en main, la contribution au cinéma a baissé. Si Canal+, comme on laisse entendre, peut perdre 1 voire 2 millions d'abonnés, eh ben, ça se répercutera inéluctablement sur le financement du cinéma français. C'est donc une très mauvaise nouvelle. Là-dessus, Georgie, un commentaire sur l'argent du foot et ce qui se passe au niveau... Non, mais il y a trop d'argent dans le foot et pas assez d'impôts. Il y a énormément de problèmes d'impôts dans les clubs espagnols qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient à l'État.
Il y a une libéralisation qui est catastrophique, ça a été dit par les autres intervenants, moins d'accès pour les simples citoyens et beaucoup plus d'argent pour les actionnaires dans ce domaine comme dans d'autres. Voilà, il serait bon de réguler un peu et d'avoir que l'argent soit moins maître des choses. Bon, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est que ça devient très compliqué de regarder le foot. Parce que si, effectivement, les matchs sont répartis dans des bouquets, j'ai cru comprendre qu'il y avait 8 ou 9 bouquets, je ne connaissais pas l'expression, mais 8 ou 9 bouquets. Et si chaque chaîne a 1, 2, 3 bouquets, ça veut dire que pour regarder le foot, il faut être abonné à combien de chaînes ? Il faut être abonné à combien de bouquets ? Donc ça veut dire que ça coûte très cher, mais qu'à l'arrivée, la personne qui aime le foot, elle va aussi devoir payer en abonnement très cher pour pouvoir regarder le foot. Donc effectivement, c'est un peu Ça peut étrange. faire une solution pour des malins qui pourraient faire une application, partage foot, et celui qui a le bon bouquet, le bon jour, le bon match, peut inviter les voisins et regarder ensemble. Mais ça peut être une solution maligne pour... Du covoiturage. Plutôt que chacun achète tous les bouquets. Voilà. Alors, à la question qu'on Du vous coup, posait foutage. sur Twitter, Zinedine Zidane a-t-il raison de quitter le Real Madrid ? Eh bien, vous êtes 86% à nous répondre que oui, de votre point de vue, il a raison. On reparlera forcément de tout ça. On donne quand même quelques commentaires. Marie-Paul, que va-t-il faire maintenant ? On a tenté d'y répondre, mais on n'a pas vraiment de certitude sur ce plan. John Peter Leblanc, c'est une bonne décision. Johan Balducci, peut-être va-t-il partir à Paris, on l'a évoqué aussi. Zaki Marbella, dommage, mais il part en vainqueur. Amortodos, c'est stratégique. Il est au début de sa carrière d'entraîneur, et quel début ! Eh bien, et encore Johan Balducci, ça vous inspire tous. Il n'avait pas réussi son départ en tant que footballeur. Là, c'est un départ au sommet de sa gloire. Et Herbie Larosilière, il a fait un choix intelligent. Donc une quasi-unanimité pour dire que c'était le bon moment, comme il l'a dit lui-même. Nous allons changer complètement de sujet. Nous allons parler de l'argent de l'islam en France, et notamment à partir donc, de cette enquête très fouillée à laquelle vous avez participé, Mathieu Aron. Ce qui ressort, c'est que beaucoup d'argent circule, celui versé par les pays musulmans, par les donateurs privés, par les dons des fidèles. Mais alors, où va-t-il ? Ça, c'est la grande question. Qui contrôle les flux ? Là, c'est le flou artistique. Pour autant, l'État doit-il s'en mêler ? Nous allons discuter tout cela dans un instant. Mais d'abord, je vous propose de vous arrêter sur une photo. C'est une photo qui a été prise par une journaliste de Figaro Live. C'était lundi à la Sorbonne. Je voudrais juste une réaction de votre part. On voit donc la cour de la prestigieuse université avec plusieurs étudiantes voilées, des voiles même, y compris des tenues qui s'apparentent à la burqa. Je rappelle quand même que le voile n'est pas interdit à l'université, mais juste une réaction à cette photo. Olivier Duhamel. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de photos d'universités américaines, anglaises, allemandes qui pourraient ressembler à cette photo. Et donc, ça ne me bouleverse pas autant que peut-être vous, d'autres en tout cas. Non, je voulais juste avoir une réaction aussi, Vincent. C'est quand même frappant. Moi, j'étais étudiant dans cette cour. C'était pas la même chose. Après, il y a un phénomène que Julie Kepel a décrit dans les universités, du développement d'un islam politique à l'échelle des étudiants, et même, dit-il, à l'échelle maintenant d'un certain nombre d'enseignants. Donc, vous avez des maîtres de conférences qui défendent une vision politique de cette religion, et donc c'est un sujet d'inquiétude, en tout cas d'après Kepel qui a étudié là-dessus. Après moi, ces étudiantes, on ne sait pas si elles font partie de cet islam politique, mais ça révèle que ce sujet est au cœur des inquiétudes françaises et qu'on n'a pas fini d'en parler, puisqu'il est visible maintenant dans toutes les situations de la vie quotidienne. Sorbonne, où la responsable de l'UNEF, Marianne Pouchtou, qui est elle-même voilée, ça a fait une polémique ces derniers jours, Mathieu. Non, effectivement, la photo pourrait être prise dans une université étrangère. Alors, elle frappe toujours, puisqu'on est dans ce lieu ancien qu'est la Sorbonne. Maintenant, il est tout à fait possible de porter le voile à l'université. Voilà, la loi n'est absolument pas mise en cause par cette photo. Après, moi, je suis un petit peu gêné parce que je ne sais pas dans quelles circonstances a été prise la photo, si ce sont des étudiantes, si ce sont... Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. Un commentaire encore. Oui, les étudiantes sont peut-être... ça se trouve, certaines peuvent être étrangères, on ne sait pas. Moi aussi, j'ai étudié ici. Et des fois, il y a des étudiants étrangers qui viennent avec leurs coutumes. Mais c'est vrai que le port du voile se répand.
Écoutez, certains invoquent la laïcité, mais justement, c'est pas un bon argument, puisque la loi autorise le port du On l'a voile. dit, ouais. Moi, personnellement, en tant que représentant d'une organisation féministe, je trouve que c'est tragique, parce que ça va en l'encontre des droits de la femme, et c'est utilisé par un certain islam politique comme vecteur comme un message de son idéologie. Sur cette jeune responsable de l'UNEF qui a fait beaucoup parler d'elle. Bon, c'est déjà là-dessus. prononcé, c'est ce que j'avais déjà dit, je crois, même sur ce plateau, et je répète, je regrette qu'un leader syndical qui est censé défendre également la cause féministe porte un voile qui la dessert. C'est un souci. Alors, regardons un instant bien la photo. Il y a les baskets qui vont. D'abord, on dit tous voile. En vérité, 3 sur 4 ou 5 portent un foulard, mais Oui. pas plus que ça. Mais déjà, quand on dit voile... Oui, enfin, il y a parce quand que- même aussi des Oui, tuniques oui, longues. oui. Donc, on appelle foulard voile. Après, on appelle port du voile islamisme intégriste. On appelle islamisme intégriste djihadiste. Et on appelle djihadiste terrorisme. Il ne faut pas faire toutes ces équations les unes après les autres parce que ça n'a pas de sens. Mais ce qui m'intéresse sur la photo, c'est la jeune femme de dos à gauche de la photo. Parce que c'est pas seulement des baskets, c'est qu'elle a des baskets, elle a un un jean jean et elle a un foulard islamique. Et donc, ça prouve quand même la complexité de la chose. Il n'est pas dit que cette jeune femme, il est même presque dit, de ce qu'on pourrait interpréter de la photo, que cette jeune femme n'est pas endoctrinée, soumise à un mari qui la contraint de porter une tenue parce qu'il ne la laisserait pas sortir comme ça en jean. Hein. Certains le font par rébellion. Oui, donc là, on ne peut pas avoir une interprétation univoque, mais si on est pour l'égalité, si on est féministe, on ne peut pas accepter ça. La photo montre cette complexité. Ça montre aussi, et vous l'avez dit, et Olivier et Mathieu, en disant que ça pourrait être dans une université anglo-saxonne, ça montre aussi la querelle qui se déroule aujourd'hui en France, intellectuelle, entre ceux qui défendent un modèle multiculturel à l'anglo-saxonne et ceux qui défendent un modèle républicain universaliste et qui considèrent que nous ne pouvons pas appliquer ce qui se fait dans les universités du Canada, d'Angleterre ou des États-Unis. Oui, je peux être républicain, ce que d'ailleurs je suis, et trouver qu'on peut, à l'université, porter un foulard islamique si on est musulmane et qu'on a envie de le porter. Oui, de toute façon, l'autorisation, aujourd'hui, C'est pas forcément incompatible avec républicain, je veux dire. L'ambiguïté du terme multiculturel, c'est que on en fait souvent synonyme de communautarisme. Or, vous pouvez très bien être d'un certain point de vue multiculturel et très opposé au communautarisme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut être républicain et accepter que des gens aient une diversité religieuse affichée. Alors, on va débattre maintenant du financement tout de suite, mais d'abord, je vous propose d'écouter Hakim El Karoui. Hakim El Karoui, c'est cet ancien conseiller de Jean-Pierre Raffarin, qui est maintenant à l'oreille d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup travaillé et écrit. C'est lui qui est l'auteur aussi du livre sur l'islam, une religion française. Il était l'invité de Marie-Laetitia Bonavita pour Figaro Live. C'était au début de cette année. Il y a beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'argent public, on n'a pas besoin de changer la loi de 1905. On a besoin de collecter une petite partie de cet argent pour le mettre au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, il est tenu par des mains privées qui l'utilisent soit pour eux-mêmes, soit pour leurs projets à eux. Et il y a de l'argent qui va dans les associations. Ces associations sont, pour la très grande majorité d'entre elles, islamistes. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut mettre de la transparence, du professionnalisme, et puis il faut créer un guichet. Donc il faut créer un système où cette organisation, soutenue par une fondation par avec l'État, une association en dessous, c'est ça? voilà, enfin disons une association, parce que là on va vraiment être dans le cultuel, une association de 1905 aurait la capacité à se mettre au milieu des flux, en travers des flux, et à prendre vérifier. son dîme. Mathieu Aron, j'ai lu donc l'enquête que vous avez réalisée pour l'Obs. Ce qui ressort, on se dit, mais finalement, l'État n'a jamais réussi à contrôler, pendant les décennies passées, l'argent de l'islam en France. Pourquoi et comment pourrait-il y arriver aujourd'hui ? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Encore que la situation évolue d'année en année. Il est évident que c'est une religion qui a pris de l'importance ces 30 ou 40 dernières années en France, incontestablement. Il y a beaucoup plus de pratiquants qu'elle n'en avait. Donc les questions et éventuellement les problèmes, et il y a des problèmes, se posent au fur et à mesure, ce qui explique des choses. Maintenant, ce qui, moi, m'a frappé dans cette enquête, c'est on vit toujours avec l'idée que l'islam est une religion, on a encore l'idée de l'islam religion, alors c'est un peu excessif, mais pauvre, religion des caves, religion... Alors, ça existe toujours, puisque incontestablement, il manque de lieux de culte. Ça, c'est évident. 40 000 églises catholiques,
2500 lieux de culte musulmans et sur les 2500, 200 véritables mosquées. Donc là, il y a un problème. Mais, et c'est ce qu'on a montré dans l'enquête de l'Obs, il y a de l'argent d'abord parce que les fidèles et les pratiquants, qui sont en nombre à peu près 2 millions, sont des gens qui donnent 130 euros qui donnent en moyenne 180 180 oui. selon les estimations qui ont existé. Et après, voilà. Donc, et c'est à peu près ce que donnent les catholiques. D'ailleurs, c'est très intéressant. Autour de 200 euros, et les catholiques et les musulmans donnent à peu près, les musulmans pratiquants et les catholiques pratiquants donnent à peu près les mêmes sommes. Au total, on est, vu le nombre de pratiquants, à 300-400 millions d'euros qui existent là. Il y a aussi ce qui pourrait être interrogé, comment les mosquées récupèrent ou ne récupèrent pas. Et là, on est dans l'opacité absolue. Oui, avec une évaporation. Avec une évaporation totale de tout l'argent qui provient du marché du halal. Et on ne sait pas, aujourd'hui, en France, comment les mosquées récupèrent ou ne récupèrent pas de l'argent sur ce marché-là. Ce qui est quand même une véritable question. Ensuite, troisièmement, et pour aller vite, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que les associations, qu'elles soient d'ailleurs loi 1905 ou loi 1901, ont l'obligation, à partir du moment où elles récoltent plus de 153 000 euros de dons, de publier leur compte au JO. Il se trouve que moi j'ai vérifié, j'ai passé pas mal de temps en consultant le JO, les diocèses de France, tous les diocèses de France publient leur budget au centime près. Après, exact ou pas, ça c'est à vérifier, mais ils publient tout au centime près. Les associations qui construisent des mosquées, associations qu'elles soient 1901 ou 1905, associations musulmanes, publient très rarement leurs comptes. Moi j'ai regardé, je suis tombé sur 3-4 associations qui construisent des mosquées, par exemple à Massy, voilà, je dis ça parce que de mémoire, ou aux Ulysses, qui elles publient leurs comptes. Mais toutes les autres, et elles sont infiniment plus nombreuses, y compris les très grandes mosquées. Ouais. Même la mosquée de Paris, ne publie pas ses comptes. Ne publie pas ses comptes. Moi, à la mosquée de Paris, j'ai été les voir, ils m'ont confié des comptes. Je dois reconnaître que leur compte, ce que j'ai eu comme document, est un document que je vais qualifier d'incomplet. Donc il y a un souci d'opacité quand même. Opacité. Déjà sur l'islam, ce cliché de l'islam pauvre en France et tout ça, Georgi Kuzmanovic, vous avez découvert aussi que c'était peut-être un peu plus compliqué on l'a découvert il y a longtemps. Ouais. Il n'y a pas un islam en France, il y a des islams, tant dans l'idéologie que dans les moyens dont ils disposent pour leur culte. Et il y a un islam très riche et un islam totalement incontrôlé. Donc il y a déjà ce que vous avez dit, qui est un problème. Nous pensons qu'il faut plus d'État. Et même si l'État n'a pas à se mêler des affaires de culte, l'État peut contrôler. Et il a déjà fait longtemps avec l'Église catholique. La loi de 1905 permet beaucoup de choses, elle est mal connue. Mais il y a un islam extrêmement riche, qui est celui qui vient des financements du Qatar ou d'Arabie Saoudite, et sur lequel on est d'autant plus, qu'on surveille d'autant moins que beaucoup de nos hommes politiques sont très liés de manière différente avec ces deux pays-là, et on laisse faire beaucoup de choses alors qu'on devrait agir. Y compris dans les questions de financement du terrorisme. Sur le côté lien politique et donc peut-être silence sur non, les ça fonds. je ne sais pas, mais je pense qu'il y a deux types de problèmes. Il y a d'une part le problème de financement étranger par des États avec des velléités de puissance. C'est-à-dire que quand vous entendez le président turc Erdogan menacer ouvertement la France quand elle fait une déclaration qui ne lui plaît pas, de dire vous allez voir, si vous continuez, on va vous le faire payer, etc. L'État turc finance largement, de ce que je sais, verse beaucoup d'argent en France aussi. Donc ça doit être vérifié, et à quelle fin. Et puis, en dehors de l'argent de l'État étranger, il y a une autre difficulté qui est il faut respecter la liberté de confiance, il faut respecter la liberté d'expression, il faut lutter contre une idéologie totalitaire, si on emploie des vieux mots, mais ça ne veut rien dire là-dessus, fascisante, mais en tout cas destructrice des libertés, destructrice des êtres humains, qui est l'islamisme radical. Bon, et c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire pour définir qu'est-ce qui, dans cette lutte, relève de la tâche de l'État, de la loi, qu'est-ce qui relève de la bataille de la société. Si vous voulez, quand on a mené la bataille contre le communisme, par exemple, ceux qui pensaient que, à juste titre, que le communisme était ou était devenu en tout cas une idéologie dictatoriale, totalitaire, tout ce que vous voulez, on n'a pas interdit, à part une très brève période de notre histoire pour des raisons particulières, on n'a pas interdit le Parti communiste. On a mené une bataille politique, culturelle, sociale contre
le communisme, les uns d'emblée, d'autres comme le Nouvel Observateur un peu plus tard, chacun à son moment, etc. Bon, il y a quantité de choses contre l'islamisme radical qui relèvent de la bataille des idées. Et à l'évidence, quand il s'agit du terrorisme, ça doit être combattu, interdit, sanctionné par la loi. Mais juste avant le terrorisme, où on met le curseur ? juste avant. Les gens aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que des gens disent, mais même des gens intelligents, des gens ouverts, des gens libéraux ou démocrates, disent par exemple il faut interdire le salafisme. Mais ça ne veut rien dire interdire le salafisme. Ça veut dire quoi? C'est quoi le salafisme? On va dire définir comment le salafisme et interdire comment. Ça n'a pas de sens. En revanche, c'est ce qu'il ne faut pas contrôler l'argent et du coup, dans certains cas, interdire quand il s'agit de professer des thèses totalement discriminatoires et contraires aux valeurs de la République. Probablement que oui. Donc ce sont des questions nouvelles et compliquées. Il faut afficher l'objectif, c'est-à-dire si on veut contrôler, c'est pour effectivement... D'abord, il faudrait commencer par appliquer la loi, parce qu'un certain nombre d'associations, certaines sont peut-être des associations simplement d'organisation du culte musulman, et d'autres, souvent, dissimulent une vision beaucoup plus politique de l'islam. On parlait de la Turquie, mais en gros, les foyers de financement, c'est la Turquie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran et c'est les frères musulmans, c'est ça. C'est eux qui essayent d'essaimer un islam politique avec une vision de la société, avec un imaginaire qui va de la naissance jusqu'à la mort. Donc ça s'appelle une idéologie. Et ces gens-là utilisent les possibilités que donne notre société libérale, que l'on ne doit pas remettre en cause, pour faire avancer leur idéologie. Donc il faut appliquer la loi. Mais la difficulté, moi je pense, c'est que beaucoup de gens abordent cette question avec à l'esprit la hiérarchie et l'organisation de l'Église catholique. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent l'islam comme si c'était un autre catholicisme. Donc il dit qu'il faut faire le 1905 de l'islam, le Concile Vatican II de l'islam. Mais pour qu'il y ait un Concile Vatican II, il faut qu'il y ait un Vatican. Il n'y a pas de Vatican en islam, il n'y a pas de structure, vous parliez des diocèses tout à l'heure, Mathieu Aron, il n'y a pas de découpage territorial qui soit équivalent, il n'y a pas de cardinal de Paris. Donc, on est devant un flou total, une espèce de, ça pourrait ressembler à un certain protestantisme aux États-Unis avec énormément d'entités, et il est beaucoup plus difficile de ce fait de travailler avec ça. Alors, il y a le rêve qu'a eu Nicolas Sarkozy et qui apparemment traverse l'esprit d'Emmanuel Macron d'organiser un peu à la force du poignet un islam hors structuré et hiérarchique, mais ça va quand même contre même le corpus doctrinal de cette religion qui n'est pas organisée de la même façon que la religion chrétienne. Juste pour alimenter le débat, je vous donne la parole dans un instant, Mathieu. C'est effectivement une interview de Mohamed Moussaoui, qui est un représentant de l'islam plutôt des Marocains, on va dire, en France, et qui est un ancien responsable du CFCM, qui disait dans le Figaro ce matin, c'est son point de vue, il faudrait finalement mettre ça au niveau du département. Vous parliez des diocèses, en disant c'est la bonne échelle pour les relations entre les institutions et les fidèles. Juste, ça peut être une idée quand vous parlez de l'organisation qui n'existe pas pour le moment. Oui, mais et ça, c'est le représentant des Marocains. Et puis le représentant des Turcs qui va dire moi, je ne suis pas d'accord. Et puis celui. Mathieu. Je pense que, sans avoir lu l'interview, mais a priori, en ayant travaillé pour cette enquête dessus, ce qui m'a été dit, c'est qu'effectivement, autant on avait de réels, et on le sait tous, ce problème de représentativité au sein du CFCM, instance nationale, autant les CFCM départementaux régionaux ont un fonctionnement qui, de la vie générale, fonctionne mieux et plus ouvert et plus efficace. Donc c'est probablement à ça qu'il fait référence. Après, moi, juste de remarque... sur le financement étranger, on a deux soucis. On a un financement par des États étrangers. Mais celui-là, compte tenu des relations qu'on a avec ces États, il est tracé. Ce qui est plus problématique, ce sont les dons privés. Et les sommes qu'on a pu réunir sont des sommes qui ne sont pas des sommes colossales, ne sont pas des sommes considérables et qui n'ont rien à voir, par exemple, avec le financement de la Russie pour l'Église orthodoxe. On est vraiment sur une toute autre échelle et ce n'est pas véritablement là où il y a un souci. Il y a par contre une vraie interrogation, un point noir, une zone grise, on appelle ça comme on veut, vis-à-vis du financement de riches particuliers étrangers. Moi, j'ai recueilli des témoignages de gens qui ont eu des responsabilités importantes au sein des frères musulmans, qui en sont sortis aujourd'hui, mais qui ont expliqué comment ils allaient dans tel ou tel pays, en Arabie Saoudite en particulier, et qu'ils ramenaient des valises de billets. Et ces financements-là, on ne les trace pas. C'est peut-être aussi parce qu'on ne se donne pas totalement les moyens de le faire, si vous voulez. Donc, je pense que si déjà
que ce soit au sein de la façon dont les associations doivent respecter la loi, dans la manière dont on doit voir quel argent rentre en France, et dans la façon, dans une zone, dans un autre secteur dont on n'a pas parlé, qui sont l'organisation des pèlerinages et du grand pèlerinage à la Mecque, où il y a un nombre d'escroqueries absolument considérable, ce qu'on sait depuis des années. Si déjà on acceptait de regarder ce qui se passe et tout simplement de respecter la loi, simplement ça, et de la faire appliquer, alors on aurait déjà fait, je crois, un gros progrès, je crois. On applique la loi, Oui, Giorgio et il faut Kouzmanovic. appliquer la loi. On peut Mais vous aviez utiliser une des réaction formules. sur les propos de Oui, Mathieu. c'était bon. Enfin, ça s'applique à des États normaux, mais encore une fois, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont des monarchies de droit divin. Et quant à Molenbeek, lors de l'enquête, ils avaient essayé de prouver que 9 millions d'euros, l'équivalent de 9 millions d'euros, a été envoyé par un prince qatari. L'État a répondu, c'est pas moi, c'est la duchesse du Berry qui l'a envoyé. Moi, je suis le roi, j'ai la cassette royale. Et alors qu'eux-mêmes reçoivent l'argent de cette cassette royale. Donc, c'est un peu se moquer du monde et de faire, c'est pas de ma faute. Alors qu'en fait, ils savent très bien qui fait quoi à ce niveau-là dans leurs États. Et oui, il faut que l'État mette son nez là-dedans. Je répète, en France, quand ça a été nécessaire, il y a eu la constitution civile du clergé. Voilà, il faut que les gens comprennent que c'est un État laïque, c'est une république, et qu'en suivant les règles qui s'appliquent à tous, tout va bien pour tout le monde. Vous êtes une petite majorité à répondre effectivement que l'État doit se mêler du financement de l'islam en France. 55% de oui à notre question sur Twitter, avec pas mal de réactions aussi, celle d'Ariane. Il y a une recrudescence du port du voile et des tenues, entre guillemets, dans des villes comme Roubaix. C'est assez inquiétant. Philippe Liénard, heureusement que l'État n'a pas le contrôle sur le financement des religions, sinon ce serait la mort de la laïcité, tant que la loi est respectée. Altaïka, je pense que l'État n'a pas à empêcher l'argent d'entrer en France, mais doit s'inquiéter des contreparties. Amor Todos, le financement de l'islam, comme tout financement, doit être transparent. Et encore, je vous en livre quelques-unes, elles sont vraiment nombreuses. Je les découvre un peu avec vous. Je suis d'accord pour que l'État se mêle du financement pour mieux cadrer les dérives. Amir Kat, aucun État ne doit financer les mosquées en France. Ce sont les Français et les Françaises de confession musulmane qui doivent assurer le financement. Et Macabronito, que j'ai perdu en route, si on veut imposer un islam de France, il serait bien d'imposer des mosquées françaises gérées par des capitaux français et non par un pays ou des particuliers étrangers. C'était l'idée de Chevènement, ça, quand il était à la tête de sa structure. Eh bien, passons, si vous voulez bien, à notre troisième thème. On va parler de Marion Maréchal, qui a donc effacé le nom de Le Pen. Elle intervient ce soir dans une soirée débat à propos de mai 68, organisée par le magazine L'Incorrect. Et la semaine dernière, elle avait présenté son Institut des sciences politiques, qui doit ouvrir à Lyon à la rentrée prochaine. Alors, que signifient ces activités? Des jalons pour un retour en politique. Elle-même ne l'exclut pas, tout en affirmant qu'elle se donne le temps. On va l'écouter, c'était il y a une semaine à la télé Lyon Métropole. On l'écoute. Moi, je considère que les gens qui estiment que d'ici 2, 3, 4, 10 ans, ce sera telle ou telle personne qui sera légitime pour porter les idées de tel ou tel camp, c'est des raisonnements un peu hasardeux. Enfin, je veux dire, quand on voit qu'en quelques années à peine, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée est devenu président de la République, voilà, les choses vont très vite. Donc je pense que se projeter excessivement sur telle ou telle personne, c'est un peu hasardeux. Voilà. Moi, je construis des choses. Une fois de plus, je suis incapable de rester indifférente à l'état de mon pays. Mais encore faut-il que, pour moi, le combat m'apparaisse le plus adéquat et le plus juste au regard de ce que je peux amener, tout simplement. Juste pour compléter son propos, la question du jour posée par le Figaro sur souhaitez-vous le retour en politique de Marion Maréchal, qu'on a posé aujourd'hui sur le site, je crois que le résultat de mémoire, 59% de oui. Donc là aussi, c'est une majorité de oui, mais pas massive. Une réaction? Écoutez, là, on a ici le maître de la média politique. Et l'histoire de Marion Maréchal est quand même un déroulé presque chimiquement pur de ce que permet aujourd'hui les médias pour la politique. Parce qu'elle fait à peu près rien, à part avoir lancé son école depuis 6 mois. Et il suffit qu'elle bouge un doigt, qu'elle aille aux États-Unis, qu'elle fasse une déclaration pour que tout s'arrête. Et qu'on se fixe sur elle en disant, elle va être là. En gros, on cherche quel va être l'opposant ou l'opposante à Emmanuel Macron, ça va être elle. Donc objectivement, elle exerce une attraction médiatique très très importante. C'est une star, c'est une vedette. C'est même un record du monde, je pense. C'est-à-dire elle a parlé aux États-Unis 9 minutes. Si vous prenez 9 minutes, et si vous voyez la couverture médiatique qui a suivi pendant 2 mois
dans un silence total. Jamais vous avez un rapport de durée d'expression et de relais d'images, de couverture de news, etc., de cette ampleur. C'est du jamais vu. C'est la meilleure élève de Pilan, mais à un point qui dépasse l'entendement. Souvenez-vous, le jour où elle était aux États-Unis, c'est le jour Il y a eu une autre où le actualité. pauvre Laurent Wauquiez Oui. était chez Ruth Elkrief pour essayer de se défendre et de reprendre la main sur ses déclarations secrètes qui n'étaient pas secrètes. Oui. Bon. Et il a été absolument ébloui, Ébloui peut-être, je suis... anéanti par cette déclaration de Marion Le Pen. Après, derrière, politiquement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de circonstances pour qu'elle puisse revenir. Et ça ressemble, je pense qu'elle doit avoir en tête ce qu'a fait Emmanuel Macron, parce que tout le monde a en tête ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron a bénéficié d'un certain nombre de choses, de l'empêchement de François Hollande, du fait que Benoît Hamon a fait 6%. Donc sans doute doit-elle rêver que Laurent Wauquiez se harmonise et que Marine Le Pen soit empêchée. Et alors là, peut-être elle pourra faire quelque chose. Mais on en est quand même loin. Donc je pense qu'il y a quand même un très fort contraste entre l'attraction médiatique qu'elle exerce et la réalité politique qu'elle pourrait incarner aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, je me tourne vers le maître en médias et politique. Elle a autre chose de formidable pour elle, c'est qu'elle a une belle gueule. Et regardez les mouvements populistes qui marchent. Ils ont substitué, j'exagère à peine en disant qu'ils ont substitué des leaders à des leaders moches, des leaders beaux gosses. Et c'est le cas assez largement en Autriche, c'est le cas du mouvement 5 étoiles. Regardez, comparez Salvini BP Grillo, oui. BP Grillo, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Et elle, franchement... Il y a un casting. Non, mais il y a un casting qui aide, mais considérablement, surtout à l'époque de la crétinisation de médias politiques, si vous voulez, parce que le look prend une place absolument considérable qu'il n'avait pas avant. Elle est beaucoup plus éligible, que Marine Le Pen. Marine Le Pen, quoi qu'on en pense et tout, elle a quand même dans son visage encore quelque chose de dur, d'extrême droite, entre guillemets, dans l'expression physique, que regardez-là, elle l'a pas du tout, ça. Vous voyez, on vous attendait sur des propos de fond et vous nous Mais faites... c'est sur des propos de fond. Vous avez tort de croire que ce ne sont pas des propos de fond. Malheureusement, ce sont des propos de fond. Vous comprenez, malheureusement. Sans nul doute raison. Georgi Kuzmanovic qui réagissait à Oui. ces propos, justement. Salvini, c'est la Lega, et Pepe Le Grillo, c'est Oui, le 5. on avait rétabli. Et lui, il a mis mais- Di Maio, qui n'est pas non plus extrêmement sexy, justement. Ils en ont choisi un qui a l'air plutôt... Non, Voyons, c'est Battista, c'est l'aile gauche du parti, du mouvement 5 étoiles. Et Battista, qui est beau gosse, qui entraîne les gens. Di Maio, il est là pour... montrer que c'est un gendre comptable tout à fait sympathique et pour lequel on peut voter. Oui. Mais il n'est pas charismatique. Et puis je vous dirais que par exemple Macron aussi, il a un peu choisi parce qu'il est belle gueule. Mais c'est le populisme du centre peut-être. En politique, si on n'a pas un nom, il faut avoir un physique. Voilà. Pour revenir à Marion Maréchal plus Le Pen, elle est quand même très Le Pen et c'est quand même une mafia parce qu'il faut rappeler que son école, où est-ce qu'elle est enregistrée ? Elle est enregistrée au château de Montretout, donc chez papa Le Pen. Donc il y a une continuation du fonctionnement familial qui qui bascule d'un côté à l'autre et justement, comme des bons populistes, mais d'extrême droite, manœuvre la population et change les idées. Alors elle a dans son parti, c'est-à-dire le Front National, un boulevard à l'avenir puisque l'aile sociale a été dégagée avec Philippot et qu'elle représente ce qu'était le Front National avant, c'est-à-dire très très à droite sur les questions sociétales et en même temps extrêmement ultra-libérale. Et je pense qu'elle a tout préparé parce qu'elle a parlé effectivement que 9 minutes, mais 9 minutes où ? À Washington, devant le grand rassemblement des ultra-conservateurs qui en plus financent son école avec Bolton. Donc c'est... Et une dernière remarque, c'est un parti qui est assez extraordinaire. Quand il va chercher, qui soi-disant veut défendre la France et les Français, mais va chercher... soit chez Poutine, soit aux États-Unis, dans les deux cas, dans les ultra-conservateurs, son argent pour continuer ses petites activités politiques. Voilà, elle va revenir, elle a une belle gueule, elle a les forces de droite vont s'allier au Front National avec Wauquiez. Elle a de l'avenir ici. Mathieu Aron, elle a raison d'organiser cette rareté ? En tout cas, elle se débrouille bien, il faut le reconnaître. Tout ce que vous avez dit est juste. Alors effectivement, on peut considérer qu'il y aurait une forme de surexposition médiatique, peut-être. Toujours est-il qu'elle incarne, et elle sait incarner, quelque chose de très particulier qui
qui est la passerelle, le pont entre la droite et l'extrême droite. C'est ça, Marion Maréchal, qui n'est plus Le Pen. Et qui n'est plus Le Pen, justement, pour incarner cette passerelle entre la droite et l'extrême droite. Et le fait de développer un corpus, on va appeler ça comme ça, une forme, à travers son école, de corpus idéologique qui puisse correspondre à ça, c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à elle. Alors, elle est très jeune, elle a été la plus jeune députée de l'histoire, je crois, de la République. Elle a un certain brio, mais ce qu'elle veut incarner, c'est ça. Et alors, elle sait qu'elle doit partir, effectivement, vu son âge, il faut qu'elle se mette en ordre de bataille maintenant. Est-ce qu'elle y arrivera? J'en sais strictement rien. Mais si, effectivement, quand on regarde le sondage que vous avez donné des lecteurs du Figaro, ils ont l'air plutôt contents de l'avoir arrivé. Ils ont l'air plutôt contents de l'avoir arrivé. C'est-à-dire qu'elle incarne quelque chose qui est différent de ce qu'incarne effectivement sa tante. Et si l'extrait que vous avez passé de son interview à Télé Lyon, là, c'était très intéressant, hein, parce que c'est pas une déclaration de candidature, mais c'est quand même pas très loin. Hein. Dire oui, aujourd'hui, c'est très hasardeux de savoir qui ce sera dans, c'est quand même... Alors imaginez que d'ici là, imaginez qu'elle crée la Ligue des 5 étoiles, imaginez que Wauquiez s'étrique de plus en plus et Marine soit rejetée, alors... imaginez qu'elle soit la force montante. Comme ça a été dit, je pense qu'à ce moment-là, la soutenir, ce serait pas... On n'a toujours juré pas d'alliance avec le Front National, mais il s'agirait plus du Front National. Et tout est possible. Justement, à ce propos, une info qui est tombée reste là. Pardon. Marine Le Pen propose une liste commune à Nicolas Dupont-Aignan dans une lettre ouverte qu'elle publie aujourd'hui. Oui, parce que l'un de ses députés européens a quitté le Front National pour rejoindre Nicolas Dupont-Aignan. Là, on voit la bataille des Européennes qui va être le moment de la recomposition politique réalisée. Donc chacun... plus d'intention de vote, élection européenne, même si ça ne veut pas dire grand-chose à un membre du scrutin, mais qui mettait Dupont-Aignan assez haut, 7 même, c'est ça 7, oui. Ce qui est beaucoup. Oui, ce qui est quand même je pense que ça a dû jouer un rôle. Et après, pour terminer sur Marion Maréchal, je pense qu'elle bénéficie de l'absence d'opposition à Macron. C'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche peut-être inconsciente, presque médiatique, d'opposants. Il n'y en a pas, parce que pour le moment, ils sont inaudibles. Et donc, il y a elle qui se dégage. Et de votre côté, dans votre camp, il me semble que François Ruffin pourrait avoir une trajectoire équivalente, parce qu'il a aussi pour lui l'attrait de la nouveauté, des formes politiques un peu insaisissables, une pratique de la modernité que Jean-Luc Mélenchon n'a pas. Justement, Marion Maréchal Le Pen, c'est pas la nouveauté, et son père Maréchal, dans Maréchal Le Pen, allait avec Le Pen pendant des années et des années, avec les néo-nazis les plus givrés d'Ukraine à Lvov, pour célébrer la division SS Galichina. Elle représente un vieux courant vichiste, et elle l'incarnera parfaitement. C'est la droite de la droite qui est prêt à aller se soumettre à l'étranger pour recevoir de l'argent et prendre le pouvoir en France. Vous pensez que François... Et ça n'a aucun rapport avec François Ruffin. Non, je parle simplement de possibilités politiques. Est-ce qu'il n'incarne pas à la gauche de la gauche, en opposé, une espèce de nouvelle forme politique très attractive, très... Il ne nous aura pas échappé que François Ruffin est membre de la France Insoumise, et qu'ensemble nous créerons ce mouvement où justement l'idée n'est pas de faire des petits bouts ou des personnalités, mais de continuer à avoir ce mouvement. On verra aux européennes justement. Il va décider de marcher seul comme Jean-Jacques Goldman à un moment. Je suis d'accord avec Vincent Trémollet sur une chose, c'est que le point commun qui est considérablement accentué à l'ère des écrans, c'est le besoin de neuf. Alors même si le neuf s'est nourri du vieux, le neuf c'est une personne neuve, c'est un visage neuf, c'est-à-dire c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui n'était pas candidat avant, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Et c'est pas pour rien qu'en Italie, c'est justement c'est pas Bossi qui était à la tête de la Ligue, et c'est pas Grillo qui était à la tête de 5 étoiles, mais ce sont des hommes entre guillemets neufs. Évidemment que c'est pas neuf sur le fond, mais ils apparaissent neufs. Et c'est quelque chose qui joue un rôle. C'est notre travail, nous, on considère, de rappeler qu'elle n'est pas neuve du tout dans ses idées. Donc la phrase je ne sais plus de qui elle est, qui disait « il faut 10 ans pour faire un président de la République », elle ne paraît plus adaptée au temps politique. Enfin, c'est ce que Macron a il y avait Chantal Delsol qui avait la dent un peu dure contre Marion Maréchal, qui disait dans Marianne la semaine dernière, je crois, il faudrait d'abord qu'elle fasse un peu plus d'études parce que ce n'est pas quelques années de droit qui suffisent. Là aussi, c'est obsolète ce genre de... Le nombre d'années d'études n'a jamais été un critère d'éligibilité. Et il est de moins en moins, si tant est que ça n'ait jamais été. Et les références à Gramsci, à la métapolitique, à la bataille culturelle, c'est une bonne
Elle essaye d'épouser Stratégie. un mouvement conservateur qui va très au-delà d'elle, mais qui existe. Enfin, ça, c'est évident. C'est-à-dire que jusqu'il y a une quinzaine d'années, il y avait un espèce de partage des tâches où on disait la culture est de gauche, l'intelligence est de gauche, et puis la droite est gestionnaire, elle est douée en économie, et tout ça va s'entendre. Et puis il y a eu, au fait, un brouillage idéologique sur la pédagogie, il me semble, sur l'école et sur le multiculturalisme, qui a fait que des gens classés de gauche ont été classés à droite. Enfin, et il y a eu cette ligne de fracture que Macron a très bien vue entre conservateurs et progressistes. Mais pour achever d'embrouiller mon propos, le ministre le plus populaire de Macron est un ministre qui apparaît comme conservateur dans toutes ses décisions, puisque c'est Jean-Michel Blanquer. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il est particulièrement populaire, mais il caractérise quand même un mouvement qui va au-delà de la simple politique, mais qui est effectivement un mouvement culturel qui fait que si on prend comme point de départ, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais 68 et les valeurs qui ont pu être, effectivement, on sent que depuis quelques années, il y a un mouvement beaucoup plus conservateur qui reprend le dessus et que c'est là-dessus qu'elle surfe de manière extrêmement claire. Pierre Nora avait expliqué dans le Figaro, il y a 2 ans, qu'il y avait une poussée conservatrice de la haute intelligentsia et une radicalisation de la basse intelligentsia vers l'extrême gauche, c'était 1 mois ou 2 mois avant Nuit debout. C'était assez bien vu. Il en est d'ailleurs une illustration, Pierre Nora. Oui, c'est juste, cette logique ne fait plus sens si on parle d'économie. Parce qu'entre une Marion Maréchal Le Pen, un Wauquiez et un Macron, il y a beaucoup plus de rapprochement que certaines personnes de droite. Et sur la question économique, vous avez une droite qui était incarnée par De Gaulle à l'époque, les étatistes, qui est dirigiste en économie, qui serait considéré comme bolchevique par tous ces personnages. Et donc, ce n'est pas que sur la culture. C'est pour ça qu'elle veut s'asseoir à travers son école, et veut créer une forme de ce que j'appelais corpus, doctrine, on n'ira pas jusque-là, mais avoir des gens en tout cas qui travaillent pour elle pour créer un corpus culturel d'abord, et sociétal avant d'aborder les questions économiques. Ça, c'est incontestable. Quelques réactions pour terminer sur ce thème. Jocelyn, qui nous dit ce retour en politique lui serait favorable vu l'état du Front National. Macabronito, ça va être étrange de devoir oublier Le Pen à la fin de Marion Maréchal. On avait tous un peu de mal quand même. C'est vrai, cet effacement. Elle l'avait utilisé quand ça lui servait pour... c'était, je crois, pour les régionales au départ. Et puis... Anti-Mac 2.0, Marion Maréchal est très intelligente. Si elle revient, c'est la mort de la droite républicaine. Altaïka, c'est l'opposé de Macron qui a la beauté d'un commercial, à la fois très avenant. Vous voyez, on vous écoute attentivement, Olivier Duhamel. À la fois très avenant et avec je ne sais quoi de faux dérangeant. Amir Kat, le succès de son retour dépendra de son projet politique, du réchauffé ou un projet totalement nouveau et porteur. Altaïka encore, elle incarne la droite réactionnaire que Le Pen père avait séduit et que Marine Le Pen peine à garder. Et Ariane Verso, l'attrait pour certains envers Marion Maréchal tient au fait que la droite est muette actuellement. C'est vrai, on en a parlé. Je pense honnêtement que niveau économique, elle ne maîtrise pas mieux les dossiers que sa tante. Elle est une bonne communicante, complète Macabronito. On va passer à notre dernier thème qui n'a rien à voir, mais ça fait parler beaucoup. C'est ce loto du patrimoine. Il est lancé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a choisi le château de Voltaire à Ferney cet après-midi pour lancer donc ce loto et au passage d'ailleurs délivrer un message politique en décrivant Voltaire comme un esprit libre dans un temps où la religion servait à justifier le pire et aussi la tyrannie du politique. Alors ce loto, il est destiné à sauver les monuments en péril. Il commencera en septembre. On a choisi de vous demander quel monument ou élément du patrimoine vous aimeriez sauver. On attend vos réponses internautes. Et vous, un tour de table rapide, vous y avez réfléchi, Vincent ? Moi, j'y réfléchis, mais je ne sais pas si ça rentre, parce qu'il y a plusieurs monuments et que ce sont des chapelles. Vous n'êtes pas obligé de choisir dans la liste, vous pouvez avoir votre propre... C'est peut-être une entorse à la laïcité, mais je vais quand même vous le dire. Il y a en Corse une couronne de chapelles romanes pisanes qui va de Bastia et qui va jusqu'à Saint-Florent, qui sont absolument extraordinaires, dans lesquelles on peut voir quelques restes de fresques, on s'en approche, etc., et qui sont en très mauvais état. Et souvent, quand j'ai des rêves d'autre vie, je me dis je vais faire une fondation pour essayer de sauver ces chapelles. Donc voilà, si elle pouvait être dans le loto du patrimoine, ça pourrait réaliser le début de mon rêve. Mais je ne sais pas donc si ça rentre dans le cadre. Un autre rêve d'une autre vie, Georgi Kuzmanovic.
Mais moi, j'ai regardé la liste et puis je me disais, mais ça, et puis ça, et puis ça aussi. Mais en fait, je ne choisis pas parce que c'est une démarche que je trouve tout à fait détestable. Voilà. Alors, sur le fond, vous n'approuvez pas du tout la démarche. Il y a tellement de magnifiques endroits à sauver et ne le sont pas parce que là encore, l'État ne finance pas. L'État ne finance pas parce qu'il y a des politiques d'austérité et que la culture est un des premiers budgets que l'on efface. Et le faire par le loto, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer de moins citoyen que ça? Nous, moi, quand j'y ai pensé, quand vous avez soumis le sujet, je me suis dit, mais ce qu'il faudrait faire, c'est passer par les écoles, que chaque école dans son coin, et puis qu'on incite les enfants à parler à leurs parents, et que les parents cotisent, et puis que les enfants apportent l'argent, et puis de manière anonyme, et qu'on ait un mouvement citoyen de sauvegarde où tout l'argent va à la sauvegarde des monuments. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va gratter, jouer au loto en espérant, en fait, devenir riche et gagner de l'argent, et puis à peine 20% vont aller aux monuments historiques. Non, c'est du Macron, voilà, c'est du bling-bling, et c'est la fin de l'État et c'est la victoire de l'argent. Du bling-bling, Olivier Duhamel. Alors moi, je vais en prendre plein la figure, parce que vous êtes à tous les coups, parce que le désaccord est total. Et le choix que je vais faire, en plus, va aggraver mon cas. Le désaccord est total parce que pour une fois qu'il y a une initiative ludique, sympathique, marrante, à laquelle peuvent participer plein de gens, c'est pas tous les jours que ça arrive, parce que c'est un mécénat, c'est une forme de mécénat collectif qui mobilise beaucoup de citoyens et c'est joyeux, parce que de toute façon, je vous signale qu'en plus le bulletin il est à 15 €, donc c'est quand même nettement plus cher. On voit que vous grattez jamais, vous, mais si, vous grattez quand même. Hein, vous pouvez faire 20 grilles et puis vous coûtez 100 €. Donc c'est quand même un effort que d'y participer. Et alors, j'aggrave mon cas par le choix, j'ai pas vu la liste, donc je peux pas vous dire, mais moi je prendrais, alors, petite incidente qui va vous faire plaisir, tous mes créants que je sois, Notre-Dame de Paris. J'ai découvert qu'elle est en très mauvais état. Que Notre-Dame de Paris était en très mauvais état, et que ça continuait et que ça se dégradait considérablement. Je ne comprends même pas comment c'est possible que ça continue, qu'un lieu aussi magique soit... alors ils sont mélanchoniens à Notre-Dame parce qu'ils ne veulent pas faire payer l'entrée. C'était l'idée de Stéphane Bern au début et puis qui a vite été abandonnée. On est malheureusement au terme de cette émission. Mathieu, votre choix? Déjà, juste pour... comme il est question de privatiser la Française des Jeux, il va falloir faire attention, parce qu'effectivement, si on organise ce loto du patrimoine dans l'esprit effectivement ludique et plutôt sympathique, et puis pourquoi pas, c'est une façon de financer des travaux, dont acte, mais il ne faut pas non plus privatiser d'un autre côté la Française des Jeux. Au-delà de ça, moi j'ai regardé j'ai pensé au plan banlieue de Macron et je me suis dit, sauver le plan Borloo. Est-ce qu'on peut sauver le plan Borloo et le plan banlieue via alors il y a très peu de sites dans les banlieues, en tout cas parisiennes, mais j'en ai trouvé il y a un site en Seine-Saint-Denis, alors à Saint-Denis même, qui est le couvent des Ursulines, et je me suis penché un petit peu sur la documentation et j'ai vu que c'était un couvent en particulier où Anne d'Autriche avait caché son fils, le futur Louis XIV, au moment de la Fronde, qui a été transformé en appartement, mais il y a une partie qui demeure visitable, et j'ai regardé les photos, c'est dans un état absolument détestable, donc si on pouvait passer un petit coup de neuf dessus, ce serait fort bien, je pense. Le petit plan Borloo. Voilà, c'est le Borloo. Quel coup de com' pour récupérer seulement 20 millions? L'objectif, c'est 20 millions, faut alors, le dire. Vous rejoignez et nos... 20 millions, c'est un château. Voilà, vous restaurez un château. Voilà, point. Oui, mais ça crée un élan. Moi, je pense quand même que là, il y a quelque chose... C'est un coup de com', ça s'appelle. Non, pas forcément. Il peut y avoir... ça existe parfois, l'enthousiasme collectif. C'est pas seulement de la communication. Et là, le patrimoine français est quand même quelque chose qui réconcilie à peu près tout le monde. Et l'organisation que donne Macron, le choix de Stéphane Bern, fait à peu près consensus aussi. Après, on va voir. Vous savez que Stéphane Bern est malheureux parce qu'il n'arrive pas à travailler avec l'administration qui est censée travailler parce qu'il découvre qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Et lui, il est malheureux, il aimerait que ce soit comme ça. Malheureusement, voilà. On va s'arrêter là. Je retiendrai donc vos choix, je les rappelle quand même, des chapelles romanes en Corse pour Vincent Trémollet, Notre-Dame de Paris carrément pour Olivier Duhamel, et Mathieu, le couvent des Ursulines en Seine-Saint-Denis, c'est bien ça? Je n'ai pas malheureusement le temps de donner vos choix pour vous internautes, mais continuez à vous exprimer sur ce sujet et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.